Bienvenue. On va attendre quelques minutes. Donc, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire aujourd'hui qui est sur le thème les encadrants et le risque routier. Donc ce webinaire va être animé par la CARSAT. Donc avec moi, il y aura Patrice Grémont-Pré qui est contrôleur de sécurité à la CARSAT. Moi je suis Julie Herbois, donc je suis ingénieure conseil. Avant même de commencer, un petit point juste sur l'organisation de ce webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré, ce qui nous permettra derrière de récupérer un replay. Il sera également interactif. Vous serez sollicité au fil de l'eau durant la présentation via des sondages. Pour y répondre, il faudra donc cliquer sur votre onglet de droite sur les sondages. Et enfin, si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser via le chat. Un temps de réponse sera dédié en fin de présentation. Alors, nous allons, dans un premier temps, commencer par un petit sondage pour pouvoir aborder au mieux ce webinaire. Donc, le premier, c'est quelle est votre fonction première au sein de votre structure. Donc, vous avez 5 possibilités: RH, préventeur, chef d'entreprise, responsable d'équipe ou membre du CSE. Et un second sondage tout de suite dans la foulée. Voilà, pour connaître votre niveau de connaissance et d'implication en prévention dans l'entreprise. Donc, est-ce que vous êtes novice, vous avez aucune connaissance sur la prévention des risques professionnels? Est-ce que vous avez bénéficié d'une formation initiale? Est-ce que vous êtes préventeur dans l'entreprise ou est-ce que vous êtes préventeur décisionnaire dans l'entreprise? Voilà, on vous laisse quelques secondes pour pouvoir y répondre. Donc, pour répondre au sondage, je vous rappelle, c'est sur votre onglet qui est sur la droite. Alors, je vous laisse encore quelques secondes. Très bien. On va pouvoir poursuivre. Alors, cette présentation va être structurée en 3 parties. Dans un premier temps, on évoquera la question du pourquoi mettre en place une démarche de prévention du risque routier au sein de votre structure. Donc, on abordera le thème des enjeux et notamment également le point essentiel de la mobilisation de la direction et le fait de partir dès le départ dans le cadre d'un projet collectif pour que cette démarche soit pérenne. Dans un second temps, nous évoquerons le rôle des encadrants dans la démarche, donc rôle et responsabilité et comment l'encadrant peut et doit contribuer de manière active à la démarche.
Enfin, dans un troisième temps, le comment mettre en place cette démarche de prévention, comment en être acteur. Nous reviendrons dans un premier temps sur de la méthodologie, puis nous vous présenterons des outils proposés par la CARSAT pour vous accompagner dans la mise en place de cette démarche. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est dans un premier temps de déclencher chez vous une prise de conscience sur le fait que voilà, les encadrants, ce sont bien des acteurs essentiels d'une démarche de prévention, notamment pour le risque routier, et pour que cette démarche soit pérenne. Et également, à la fin de ce webinaire, l'idée, c'est que vous ayez une vision claire du rôle de ces encadrants, que ce soit dans la construction de la démarche, dans la mise en œuvre et également dans le suivi. Pour aller plus loin, nous vous invitons fortement à venir consulter la page, le catalogue de formation de la CARSAT et de vous inscrire à des formations en présentiel sur le sujet de la prévention du risque professionnel. Alors, donc, première partie, le pourquoi mettre en place une démarche de prévention du risque routier. Alors, quels sont les enjeux autour de ce risque? Il faut savoir que le risque routier professionnel, il est dans la plupart des cas, quelle que soit l'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, il est bien souvent sous-estimé. Malheureusement, la conduite est peu souvent considérée comme un acte de travail. Elle n'est pas souvent prise en compte dans l'organisation du travail. Et donc, il y a une absence de prise de conscience des chefs d'entreprise sur le fait qu'ils doivent mettre en place des actions, ils doivent évaluer ce risque et mettre en place des actions pour prévenir le risque routier, au même titre que les autres risques au sein de l'entreprise. Une des idées reçues, notamment, que ce soit par les encadrants ou les chefs d'entreprise, c'est voilà, je ne sais pas moi qui suis derrière le volant, donc je ne peux rien faire. Le baromètre AXA de 2017 est également intéressant puisqu'il démontre que les comportements dangereux sont amplifiés en situation de trajet professionnel. Un petit chiffre pour illustrer cette notion. Par exemple, 80% des conducteurs qui sont en situation de trajet professionnel utilisent leur téléphone contre 59% en trajet privé. Donc, c'est assez percutant comme chiffre. Au-delà de la sous-estimation du risque, il y a derrière également de la sinistralité. Alors ici, sur ce slide, vous voyez quelques chiffres qui sont repris du bilan de l'ONISR de 2019. Le risque routier, mais il constitue voilà, depuis un certain nombre d'années la première cause de décès au travail. Et donc, il faut savoir que 38% des accidents de la route impliquent au moins un usager effectuant un trajet lié au travail. Et ce risque routier professionnel, eh bien, il représente chaque jour ouvré 2 morts, donc ce qui est extrêmement important. Si l'on en vient aux enjeux qui gravitent autour de ce risque routier professionnel, le premier enjeu auquel on pense bien évidemment, c'est l'enjeu humain, puisque la victime d'accident, eh bien, il va y avoir des répercussions pour elle. Il peut y avoir des séquelles, ça peut aller même jusqu'à l'inaptitude pour ce salarié. Donc, les conséquences vont se répercuter également pour sa famille et ça peut avoir un impact fort pour ses collègues et également pour l'entreprise. Un second enjeu, les enjeux juridiques, bien évidemment, puisque suite à un accident, il peut y avoir des sanctions civiles, il peut y avoir la recherche de la faute inexcusable de l'employeur, qui donne lieu donc à des dommages et intérêts, à des majorations de rente, par exemple. Et il peut y avoir également des sanctions pénales si des délits sont reconnus, notamment par le tribunal. Un autre volet, les enjeux financiers. Alors, on pense souvent, dans un premier lieu, au coût direct, c'est-à-dire que suite à l'accident, il y aura des répercussions, bien évidemment, sur le taux de cotisation, accident du travail et maladie professionnelle. Donc, je l'évoquais juste avant, en cas de faute inexcusable de l'employeur, il peut y avoir une majoration de la rente et des indemnisations complémentaires. Mais en termes d'enjeux financiers, il n'y a pas que ça. Il y a également de nombreux coûts indirects.
Notamment, mais il y aura en cas d'accident de la circulation, mais il y aura tous les impacts sur le véhicule, donc tout ce qui est dommages matériels et donc primes d'assurance qui sont associées. Et il y aura toute la gestion de l'accident au sein de l'établissement. Donc ça va être la déclaration d'accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, l'analyse de cet accident, donc la mobilisation des équipes autour de cette analyse. Et puis derrière, il va falloir gérer l'absence du collaborateur et donc remplacer ce collaborateur, former la personne qui va le remplacer. Ou alors, s'il n'y a pas de remplacement, eh bien c'est là qu'il peut y avoir une répercussion de la charge de travail de la victime sur les salariés qui sont encore présents. Donc ça pourrait venir impacter la qualité de service, la qualité de prestation, et donc avoir un impact sur la performance de l'entreprise, voire la pérennité, et donc bien évidemment également avoir des impacts psychologiques. Un dernier enjeu, ce sont les enjeux sociétaux, puisque un accident de la route, notamment s'il est grave, il peut se voir médiatisé, et donc cette médiatisation d'un accident grave peut avoir des répercussions fortes en termes d'image et pourrait déclencher une perte aller jusqu'à la perte de clientèle si vraiment il se fait écho des médias. Donc voilà un peu pour les enjeux qui gravitent autour du risque routier. Nous allons pouvoir passer à la politique de prévention et donc la notion de performance. Donc je vais laisser la parole à Patrice. Bonjour à toutes et à tous. Bon voilà, maintenant que Julie a planté le décor en vous parlant de la sinistralité et des différents enjeux, on a bien compris qu'il y avait des enjeux très importants. On va évoquer maintenant la politique de prévention et notamment la notion de performance. Alors d'avoir une petite question, hein. Est-ce que pour vous justement, y a-t-il un lien entre la prévention du risque routier et la performance de votre entreprise? Donc, vous avez plusieurs choix de réponse, hein. Le sondage va être lancé. Donc voilà, est-ce que pour vous, il peut y avoir un lien entre les deux, ou pas du tout, ou peut-être, et éventuellement pour certains d'entre vous, si vous ne savez pas, vous pouvez cocher, je ne sais pas trop, quoi. Et on va essayer d'en parler juste après. On va laisser un peu de temps, mais pas trop longtemps non plus. Je pense que vous pouvez répondre assez rapidement à l'ensemble des sondages. Voilà, bon, je pense que ça doit être bon. Donc voilà, donc vous avez répondu à votre âme et conscience, hein. Donc si on parle de notion de performance, donc on va planter le décor, hein. On a l'entreprise qui est ici présente. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Donc si on regarde bien, parmi notamment toutes les dépenses, et également bien sûr les rentrées d'argent, on doit être performant dans de nombreux domaines, hein. On doit être performant bien évidemment dans la production, hein. Ça c'est le rôle primordial pour une entreprise. L'objectif est de fabriquer, de concevoir et de gagner de l'argent, hein. C'est clair. Mais bien sûr, à côté de ça, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. On doit être performant dans la partie administrative, dans les finances et la comptabilité, mais également dans la maintenance. Les machines doivent être régulièrement entretenues, vérifiées, éventuellement réparées. Dans le transport logistique, c'est pareil. Il y aura pas mal de choses qui vont dépendre justement de la qualité, je dirais, de l'image de l'entreprise. La communication est en lien avec tout ça. On va parler des ressources humaines, on va parler du commercial, de la qualité des produits, de l'environnement, mais on va aussi ajouter tout ce qu'on doit acheter, hein, les services achats, que ce soit en matériel ou en produits. On parlera aussi de la formation notamment des salariés. Certaines sont obligatoires, d'autres sont complémentaires, mais sont tout aussi importantes. Et puis, évidemment, également, la conception, hein. On aura une petite cellule dans chacune des entreprises. On va créer justement tout ce dont on a besoin. Voilà. Je vois que notre collègue Claude Bernard
qui est arrivé. Je vais lui laisser la main parce que c'était sa partie, figurez-vous. Et en fait, il n'arrive pas à se connecter. Donc, je lui redonne la parole, je reprendrai ma partie après. Oui, bonjour à tous, bonjour à mes collègues, hein, puisque on s'est simplement aperçu tout à l'heure, mais problème de connexion, désolé. Et je vais essayer de reprendre la notion de performance. Alors, j'ai pas entendu l'introduction que vous avez fait, hein, désolé, les collègues, mais disons que la performance, c'est aussi pour l'entreprise, c'est se donner un objectif principal quand même, qui est quel est le résultat à attendre. Et le résultat, pour une entreprise, c'est certainement un des résultats prioritaires, c'est de gagner de l'argent. Et on ne pourra pas gagner de l'argent si, par rapport à tous les pavés que vous voyez sur la diapo, si ces pavés-là, tous ces éléments-là ne sont pas bien pris en compte, l'entreprise ne gagnera pas de l'argent. Et on pourrait se dire également, mais ne manque-t-il pas quelque chose dans cette liste? Alors, on peut chercher, hein, c'est vrai que tous les domaines sont presque tout inscrits, mais il manque un domaine qui est celui… tu peux prendre la main, Patrice, sur le… Voilà. Je vais changer les diapos, je suppose que tu n'as pas la main là-dessus. Voilà. On ne peut pas penser qu'une entreprise puisse, je dirais, être au top de tous ces éléments inscrits-là sans prendre en compte la prévention des risques. Alors, je n'ai pas entendu l'introduction tout à l'heure de Julie, mais vous avez probablement parlé de la sinistralité. Et une entreprise qui veut gagner de l'argent, qui veut faire du bénéfice, ne pourra pas en faire si elle a une sinistralité importante. Je rappelle, je ne sais pas si c'est Julie qui l'a dit tout à l'heure, mais un accident mortel, quand même, c'est un peu plus de 400 000 euros, quoi. Et donc, ça ne pourrait qu'imputer la performance et ce résultat à atteindre si jamais on ne maîtrisait pas en fait la prévention des risques et la santé au travail. Donc, il faut absolument que tous les éléments inscrits sur cette diapo soient que la prévention des risques soit au même niveau que l'ensemble de ces éléments inscrits sur la diapo, quoi, en fait. Alors, une des grandes différences, et on vient de passer là justement une illustration très importante, c'est que certes, on pourrait tout à fait avoir, je dirais, un dysfonctionnement sur un produit, d'accord? Mais là, n'oubliez pas, encore aujourd'hui, on a affaire à des hommes et des femmes qui travaillent dans l'entreprise. Donc, Julie les a peut-être rappelés tout à l'heure. Ne pas prendre en compte l'ensemble de ces éléments-là, y compris la prévention des risques, pourrait amener l'entreprise et un certain nombre de responsables sur des enjeux qui sont les enjeux humains, les enjeux financiers et les enjeux juridiques. Et on vous l'a probablement rappelé tout à l'heure aussi, qu'en matière de circulation, risque routier, risque lié au déplacement, c'est quand même une des causes les plus importantes en matière d'accidents mortels. C'est la première cause d'accidents mortels, ne pas gérer en fait la prévention en général, mais aussi la prévention liée au risque des déplacements. En fait. Donc n'oubliez pas que dans chaque entreprise, encore aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui y travaillent. Donc il faut absolument les protéger. Alors, sur la diapo suivante, effectivement, on pourrait se poser la question, mais est-ce que c'est rentable la prévention? Alors, l'illustration le montre bien ici, dans les bulles où on a dans quoi avez-vous investi et puis un des responsables, avec une certaine aise, dit dans les hommes. Ben oui, l'humain est au cœur de la performance des entreprises. Et puis, quand on parle de rentabilité, je voudrais juste vous rappeler, mais là, vous irez retrouver sur Internet ces deux études qui ont été faites sur la rentabilité, sur le coût de la prévention. Eh bien, une étude montre que, de manière très générale, un euro investi en prévention pourrait vous permettre d'en récupérer 2,2. Et donc, allez voir, faites rentabilité et coût de la prévention sur Internet, vous aurez le détail de ces études-là. Et puis, en sortant un peu du risque routier, il y a
une autre étude qui parle aussi des risques psychosociaux, où 1 euro investi dans les risques psychosociaux vous permet d'en récupérer 13. Alors, ce n'est pas anodin, hein, et je pense que l'idée d'être mal dans sa peau, mal dans sa tête, au volant, c'est certainement des situations plus que rencontrées, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous poser la question, est-ce que chez vous, la prévention est rentable? Et je suis prêt à parier qu'on pourrait se trouver un terrain d'entente et de dire oui, la prévention est un des facteurs permettant la performance de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Donc, je reprends la main du coup, hein. Mais on va se cibler plutôt maintenant sur vous, les encadrants, hein. L'objectif est de savoir comment justement ces encadrants vont pouvoir agir, mais aussi et surtout avec et grâce à quoi. Donc ça, on en parlera à la fin, hein, sur le comment. Par contre, on va bien évidemment démarrer sur la démarche de prévention, puisque ça va être quelque chose de très très important. Et si on ne comprend pas comment mettre en place une démarche de prévention, on aura du mal à travailler en prévention sur le risque routier comme sur n'importe quel, évidemment. Par contre, je vais demander aux collègues de couper le micro, parce que je crois que ça fait. Alors, en ce qui concerne déjà la démarche de prévention, vous avez un schéma ici qui semble un peu long, hein, mais on va le détailler et vous allez vite le comprendre. En tout état de cause, l'objectif majeur et ce qui est noté en haut, c'est une condition sine qua non pour que ça fonctionne, c'est bien l'engagement et la volonté de la direction. Sans cet engagement et sans cette volonté, on n'arrivera à rien. Et en matière de prévention, c'est bien la base de tout. Alors Claude va revenir sur ce sujet tout à l'heure, dans la suite du webinaire, mais vous verrez que cet engagement et cette volonté de direction sera primordial pour lancer une démarche et pour obtenir des résultats. Alors une fois qu'on a lancé la démarche, l'objectif prioritaire de départ sera de réaliser un diagnostic en hygiène, santé et sécurité au travail. Alors ça, le diagnostic, c'est quoi? C'est savoir où on en est à l'instant T en matière de prévention dans cette entreprise. Alors comment on va pouvoir réaliser ce diagnostic? Il va falloir qu'on s'appuie sur deux choses. Les deux pavés que vous voyez sur chaque côté du pavé diagnostic. Il va falloir regarder tout ce qui a été fait sur les analyses a priori et sur les analyses a posteriori. Alors a posteriori, après, on est d'accord, c'est bien tout ce qui va toucher les analyses d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc on va répertorier l'ensemble de nos analyses ATMP, regarder un peu quels sont les risques qui ont été concernés et ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place pour éviter que ces accidents ne se reproduisent. De l'autre côté, c'est notre évaluation des risques professionnels, hein, notre document unique, qui va nous permettre aussi de regarder quels sont les risques prioritaires qui ont été détachés par rapport à cette évaluation. À partir de ces deux gros pavés, on va réaliser notre diagnostic et grâce à ça, on va pouvoir ensuite évaluer notre niveau, évaluer où on en est en matière de prévention. Mais bien évidemment, il va falloir qu'on prenne en compte les contraintes de l'entreprise. On a des entreprises qui tournent bien. Claude a parlé tout à l'heure justement de rentabilité, mais d'autres ont peut-être quelques difficultés d'ordre financier. Hein, ça peut arriver. Et puis aussi, on va prendre en compte les différents objectifs de la direction. La direction va avoir des objectifs particuliers dans certains domaines qui vont forcément avoir une influence sur l'évaluation qu'on va pouvoir mettre en place en matière de prévention des accidents et des maladies. Alors une fois qu'on aura évalué et qu'on aura ressorti vraiment nos risques majeurs, prioritaires, il va falloir définir un plan d'action. Un plan d'action au cours duquel il va y avoir des actions d'ordre humain, organisationnel et technique, puisqu'il y a de toute façon toujours des causes humaines, organisationnelles et techniques. Une fois qu'on aura défini ce plan d'action, il va falloir décider, pour décider de ce qui fonctionne ou pas, il va falloir mettre en œuvre ces actions. Et puis surtout, instaurer un suivi, regarder si ces actions sont pérennes, si elles sont efficaces, si elles doivent être modifiées ou pas, si elles doivent être supprimées parce qu'elles créent par exemple d'autres risques. En tous les cas, il va falloir contrôler tout ça et définir notamment des indicateurs pour savoir si ça fonctionne bien. Et ensuite, une fois qu'on aura décidé de tout ça, qu'on aura mis en place
on mettra les actions vraiment en place, on regardera si ça fonctionne, et vous voyez, après, il y a une flèche qui remonte, ce qui veut dire que dans une démarche de prévention, on n'a jamais terminé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut revenir au départ pour refaire un diagnostic et regarder comment et où on s'est amélioré, mais également ce qui nous manque encore, et regarder ce qu'il va falloir de nouveau évaluer et de nouveau définir dans un nouveau plan d'action. Alors ça, c'est, je dirais, la démarche de prévention d'ordre général. Maintenant, on va se cibler un peu sur le risque routier, puisque c'est ce qui vous intéresse réellement. Alors, comment on va faire ce diagnostic? On va d'abord regarder l'ensemble des accidents de la route, cette fois-ci. Mais on ne va pas regarder uniquement les accidents pour lesquels on a eu des arrêts, hein, des arrêts maladie, enfin des arrêts accidents, je veux dire des lésions. On pourra aussi regarder l'ensemble des accidents qui n'ont pas causé de dommages, mais qui auraient pu en causer, par exemple. Donc on va analyser l'ensemble de ces accidents pour regarder un peu ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est un problème de véhicule? Est-ce que c'est un problème lié à la route? Est-ce que c'est un problème lié au travail? Donc voilà, tout ça, on va pouvoir le gérer par rapport à l'ensemble de ces analyses d'accidents. Et à côté de ça, bien évidemment, dans notre document unique, on doit retrouver une évaluation du risque routier. Et l'évaluation du risque routier, ce sera d'analyser l'ensemble des déplacements en mission, mais également en trajet. L'objectif est quand même de savoir comment et en quoi on est exposé sur la route, quels que soient nos déplacements qui seraient liés plus ou moins à l'activité professionnelle. Je vous rappelle que les accidents de trajet ont aussi une importance énorme puisque, encore une fois, on aura des absents. Claude en a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Julie aussi. L'absentéisme peut être une cause aussi importante pour accentuer les risques majeurs. Donc, on va regarder également le type de véhicule qu'on utilise, que ce soit en mission ou en trajet, sans oublier, par exemple, les deux roues. On a du personnel qui vient en deux roues, ça vaut peut-être le coup de se pencher sur le sujet. Donc, à partir de tout ça, on va évaluer, encore une fois, avec les contraintes de l'entreprise. Les contraintes, c'est quoi? Ce sera le temps, hein, ce sera malheureusement la méconnaissance du risque. Julie l'a rappelé tout à l'heure, on a quand même beaucoup de personnes qui pensent encore que le risque routier est un risque à part, qu'il n'est pas prioritaire. Et pourtant, vous le savez tous, quand on a un accident routier, malheureusement, il peut être très grave. Et un accident comme celui-là, on a parlé tout à l'heure des coûts d'un accident mortel, mais on parlait des coûts directs. Le coût indirect peut être encore plus important, puisque en effet, on aura perdu quelqu'un et puis on va créer des risques psychosociaux au sein de l'entreprise. Donc, ça peut générer beaucoup de choses. Donc, on va par la suite donc, définir un plan d'action avec, encore une fois, des mesures d'ordre organisationnel. Donc, surtout, on verra que l'organisation du travail aura son importance sur le risque routier. Également d'ordre technique par rapport au type de véhicule, par rapport à l'entretien de ces véhicules, et humaine, ainsi qu'environnementale. On va parler notamment de la formation et de s'assurer aussi que notre personnel soit dans les meilleures conditions quand il se déplace. Chose peut-être anodine, hein. On prend parfois des médicaments juste parce qu'on a un petit rhume et on ne vérifie pas que ce médicament peut nous endormir. Et au volant, ça peut poser problème. Alors évidemment, dans ce plan d'action, il va falloir qu'on fasse attention au code du travail, au code de la route, aux bonnes pratiques et à toutes les formations qui seraient utiles et nécessaires. Donc le code du travail et le code de la route, vous avez bien compris que de toute façon, on ne peut pas y déroger. Il y a des règles de base, il faut les suivre. Et quand on mettra une action en place, il va toujours falloir qu'on soit dans les clous, qu'on soit sûr qu'on ne soit pas sorti de ce code du travail et de ce code de la route. Donc après, pareil, on va mettre en place ces actions avec un suivi et on va voir si ça fonctionne ou pas et éventuellement revenir ensuite sur un diagnostic pour voir ce qu'on peut encore peaufiner. Voilà, alors on parlait ensuite de l'engagement de la direction. Donc ça, c'est Claude qui va reprendre la main. Donc l'engagement de la direction, on pourrait se poser la question, pardon, y a-t-il dans votre entreprise un engagement de la direction? La question vous est posée, hein, ce sera à vous de vérifier. Mais sans cet engagement de la direction, je doute que
votre démarche soit, comme le disait Patrice, la plus pérenne et la plus efficace, quoi. Alors, un engagement de la direction, c'est quoi? C'est un contrat. C'est un contrat qui est passé entre la direction et puis les salariés. Et il faut aussi que cet engagement soit partagé de tous, quoi, en fait. Donc, quelque part, il faut être d'accord sur le contenu de cet engagement. Si l'employeur impose un engagement et si parallèlement, il n'a pas eu l'aval ou l'avis du personnel ou des représentants du personnel, hein, je pense que ça posera problème, quoi. Alors, dans cet engagement, on doit retrouver un certain nombre de critères aussi, hein, qui permettent de bien gérer, de bien suivre cet engagement et de bien mettre en place cette démarche de prévention. Eh bien, l'idée, c'est qu'on puisse avoir une sorte de pilote de la démarche. Alors, très souvent, il va falloir désigner une personne. Et en matière de prévention, aussi bien en matière de prévention générale qu'en matière de prévention du risque lié au déplacement, très souvent, le préventeur est désigné pour mener à bien cette démarche, quoi. D'accord. Alors, ça voudrait dire aussi, on fera un zoom tout à l'heure sur le préventeur. Globalement, il faudrait aussi que ce préventeur soit certes désigné, mais aussi formé. Formé à la prévention en général, mais peut-être aussi formé à des risques spécifiques, notamment le risque lié au déplacement. Chaque risque a sa particularité. Donc l'apport de connaissances sur ces risques, c'est peut-être ce que l'on vous proposera en fin de webinaire. Je ne sais pas si vous en avez parlé, hein, tout à l'heure, les collègues, c'est aussi cette possibilité de venir d'avoir cet apport de connaissances par le biais d'une formation. Alors, il vous faut un pilote de la démarche. Alors, quand on parle de pilote, on parle aussi de méthode de projet, quoi, en fait, hein. La méthode de projet, c'est de la méthode, c'est comment on s'organise, quels sont les moyens, quelles sont les différentes étapes, quels sont les objectifs également. Tout ça est à décrire et pour mener à bien cette démarche. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, on fera un petit zoom sur le préventeur, mais dans la deuxième ligne, on vous dit aussi qu'il faut absolument impliquer toute la ligne managériale. Alors, ça veut dire que même si on parle de prévention, même si on parle de préventeur, il ne faudrait pas que le préventeur soit seul au monde. Seul au monde, et pour les avoir interrogés, on se rend compte que les préventeurs, petit à petit, ils ont leur tâche habituelle dans la prévention, mais petit à petit, ils débordent un peu sur leur fonction de préventeur. Ça veut dire qu'ils prennent petit à petit la place des encadrants, des managers. Alors que ça ne doit pas être ça, il faut absolument que les managers s'impliquent dans la démarche. Et pour ça, on le verra aussi tout à l'heure, il faut que ces managers soient formés à la prévention en général et sur des risques spécifiques. Alors, à titre d'information, et pour avoir interrogé à un certain moment plus de 300 managers, eh bien, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas les connaissances sur la prévention et sur des risques j'arrive pas à le dire, particuliers, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, je pense qu'on ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit à ces managers puisqu'ils n'ont pas les connaissances et les pratiques. Et donc, comme ils n'ont pas les connaissances et les pratiques, eh bien, ils reportent toute la démarche de prévention vers le préventeur. Le préventeur, encore une fois, il n'a qu'une tête, il a deux bras, quoi, en fait, il ne peut pas tout faire. Il faut qu'il ait un certain nombre de relais. Alors, les relais, certes, sont les salariés exposés au risque, mais des relais très importants, ce sont les managers. Les managers qui ont la capacité et la possibilité de décider, à certains niveaux, d'engager des actions, quoi, en fait. Donc, ces managers, dans vos entreprises, dans vos établissements,
il y a vraiment quelque chose à mettre sur la table, et c'est de savoir si exactement ces managers sont formés, est-ce qu'ils pratiquent, et on le verra tout à l'heure, on fera un petit zoom sur quelque chose de très synthétique sur la fiche de fonction des managers. C'est vrai qu'ils ont généralement une fiche de fonction, mais on n'a pas intégré la prévention des risques dans leur fiche de fonction. Et donc ça pose problème. Et donc, par réflexe ou par nature, le manager se dit, s'il y a un problème de sécurité, c'est pas moi, c'est le préventeur. Et il n'est pas question aussi, sur ce terme-là, d'inverser cette notion de responsabilité. La responsabilité en cas d'accident, je le répète, c'est pas sur le préventeur, c'est surtout sur les managers, les encadrants et la direction. Donc, il y a vraiment un point d'honneur sur cette catégorie professionnelle dans les établissements, dans les entreprises, c'est que ces managers soient vraiment, je dirais, la partie incontournable d'une bonne organisation de démarche de prévention. Donc, on l'a dit tout à l'heure, un projet... attends, excuse-moi, Patrice. Alors, cet engagement, il doit être formalisé. Ce n'est pas simplement que de la parole. L'idée, c'est de formaliser tout ça et de communiquer. Là aussi, à titre d'expérience, quand on pose la question à un certain public de l'entreprise, les salariés exposés, mais surtout aussi les managers, on se rend compte qu'ils nous disent à cette question, y a-t-il une politique d'engagement en matière de prévention au sein de vos établissements? Ils disent oui, ça ils le disent, mais ils ne savent pas où c'est, ils ne savent pas où c'est affiché et ils ne connaissent pas le contenu. Et le contenu de cet engagement, c'est vraiment le point de départ, c'est la clé qui vous permettra de mener à bien votre démarche. Voilà. Vas-y, Patrice. Ah bah voilà la question que vous avez posée ici. On laisse le sondage. Voilà, allez-y. Alors, on pourrait compléter la question. Est-ce que ça existe, mais est-ce que vous connaissez le contenu, quoi? Est-ce que vous l'avez lu? Voilà. C'est un peu, je reviens sur un autre document qui est très important dans l'entreprise, c'est le règlement intérieur. Quand on parle du règlement intérieur de l'entreprise, les gens se disent oui, il y en a un, mais en fait, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors qu'il y a quand même des chapitres très importants, et notamment sur le fait de ne pas respecter les consignes de sécurité. Puisque dans le règlement intérieur, vous aurez aussi la partie échelle des sanctions pour ne pas avoir respecté les règles de sécurité. Donc, parfois, on est très, très loin de ces connaissances. Et c'est la base d'une organisation, les règles. On ne peut pas y échapper. Alors, après, juste, mais ça, on va développer tout ça pendant la formation. Là, on vous donne quelques points de repère, en fait, avec ces mots-clés. Et on en parlera pendant la formation. Certes, il faut de la volonté. Certes, il faut un pilote. On a dit démarche avec la démarche de projet. Et il faut des moyens, il faut un engagement, on vient d'en parler. Il faut des enjeux que Julien a rappelé tout à l'heure, les enjeux. Et puis, il y a des mots comme confiance. Alors, il semblerait qu'on en parle un peu plus de cette notion de confiance, quoi. Mais qu'est-ce qu'on y met dedans? En fait, la confiance, c'est déjà avoir confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi, on aura du mal à apporter la confiance aux autres, quoi. Donc, on développera en fait tous ces mots-là. C'est aussi être en confiance. Il y a quelques notions sur lesquelles on s'arrêtera. L'empathie, c'est en fait quand les gens se plaignent, quand les gens observent des choses, quand les gens sont mécontents, quand les gens ont des difficultés, l'idée de cette notion d'empathie, c'est de comprendre pourquoi ces gens-là se plaignent, pourquoi ces gens-là s'expriment d'une certaine manière. On pourrait aussi prendre en compte dans l'empathie cette notion d'émotion. Pourquoi quelqu'un est en colère, pourquoi quelqu'un est content, etc., etc., quoi. Eh bien, il va falloir s'arrêter. Quelqu'un qui a mal au dos,
c'est pas parce qu'il a envie de dire qu'il a mal au dos. C'est qu'il y a forcément un problème en lien avec le travail ou pas. Mais le problème est existant, quoi, en fait. Et donc, l'idée de l'empathie, c'est de se dire, je vais essayer de comprendre l'autre d'une certaine manière pour pouvoir régler en totalité ou en partie, ou diriger le salarié vers des instances qui pourraient l'aider à régler son problème, quoi. C'est un peu de se mettre à la place de l'autre et de le comprendre, quoi. Voilà. Je me souviens, je vais faire une toute petite parenthèse sur une dame qui, lors d'une conférence sur le thème de la pénibilité, s'était exprimée au micro en disant oui, je suis responsable d'établissement, mais comment moi je peux mesurer la pénibilité lorsque mes salariés sont dans une certaine gestuelle? Alors pour moi, la réponse était toute faite, hein. Il n'y a pas besoin d'appareil de mesure, hein. J'ai dit à cette dame, madame, vous faites le job pendant 15 jours ou un mois et vous allez pouvoir mesurer en fait ce niveau de pénibilité, quoi, en fait. Mettez-vous à la place des autres, essayez de les comprendre, discutez. Et discuter, c'est aussi l'autre mot qui arrive tout de suite après, c'est la communication. La communication, c'est de se dire, moi j'ai des choses à dire en tant que responsable, en tant que direction, donc ça va être de la communication descendante, mais il va falloir aussi aller en sens inverse, c'est-à-dire de prendre en compte la communication ascendante. Qu'ont-ils besoin, mes salariés? Que veulent-ils dire par rapport à leur expression? Donc, cette communication, en fait, elle est très importante. Et il semble aussi que quand on parle de communication dans l'entreprise, et quand on prend les personnes plus individuellement, on sent bien qu'il y a un véritable problème de communication dans les entreprises, quoi. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut effectivement mettre sur la table et tout à fait, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Et si on parle de la prévention et du risque routier, eh bien, il faut en parler. On a bien senti, nous, préventeurs institutionnels, que le risque routier était quand même un axe qui n'était pas prioritaire, quoi, en fait. Et donc, il faut absolument mettre ça sur la table et le rendre prioritaire. Je rappelle, première cause d'accident mortel, c'est tout ce qui se passe sur la route. Et pour finir avec la petite notion de sens, là, combien de fois j'entends dans les entreprises il n'y a plus de sens par rapport à ce qu'on fait, quoi. Donc là, il y a de quoi réfléchir ensemble avec toutes les parties prenantes, internes et externes. Eh bien, il y a de quoi redonner du sens. Donner du sens, c'est ce que je fais, ce que je suis, à quoi ça sert. Voilà, c'est ça les premières questions. Ce que je fais, à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Ça sert à l'entreprise et ça doit aussi me servir à moi. Et plus je suis satisfait dans cette notion de sens, plus je serai bien dans mon corps et dans mon esprit, quoi, en fait. Et donc, tout ça va permettre un enchaînement qui va permettre, entre guillemets, le bien-être au travail, quoi. Mais on développera tout ça lors de la formation. Patrice, oui. Alors, on a vu aussi, il y a plein de choses réglementaires. Il y a plein de choses réglementaires. Et chez nous, au niveau du réseau institutionnel, hein, on a aussi apporté en fait un vocabulaire. Et l'idée pour les entreprises, c'est de se mettre, comment on appelle ça, dans la politique, on doit trouver des valeurs. Et nous, on les a appelées les valeurs essentielles. Il peut y en avoir bien plus, mais pour nous, en tant que préventeurs institutionnels, ce que l'on devrait retrouver dans l'entreprise et surtout dans la politique de prévention, c'est ces valeurs essentielles qui sont, pour les résumer, hein, donc la personne, la transparence et le dialogue social. La personne, c'est de se dire, on va s'occuper des personnes dans l'entreprise. Tous salariés dans l'entreprise, mais aussi les autres. Les autres, c'est la catégorie, par exemple, intérimaire, mais c'est aussi, par exemple, les entreprises extérieures. Et forcément, tous ces gens-là sont dans les déplacements, puisqu'on se déplace de plus en plus, quoi. Et ce qu'on veut éviter pour ces personnes-là, eh bien, certes, c'est l'accident grave ou l'accident mortel. La transparence, eh bien, c'est de savoir où on va. Quels sont les objectifs, quelles sont les différentes étapes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la communication ascendante et descendante. Et puis, vous avez le dialogue social, vous avez des représentants du personnel
qui sont non pas, on les dit revendicateurs, mais l'idée de favoriser le dialogue social devrait permettre en fait de les impliquer dans la démarche. Et vous avez besoin en fait de ce dialogue social et de l'apport des représentants du personnel pour faciliter aussi la communication et surtout la communication vers les salariés exposés au risque. Ils ont en quelque sorte un dialogue, un vocabulaire, je dirais des réflexes pour parler. Parfois, il y a des écarts entre la direction, les managers et le personnel. Les représentants du personnel sont un des acteurs aussi incontournables dans la communication. En fait. Voilà. Donc, à prendre en compte ces valeurs essentielles. Oui, Patrice? Et puis, il y a des points incontournables, hein, c'est de veiller à la réglementation. Alors, on vous l'a mis en acronyme, et là aussi, il faut que ça puisse être quelque chose qui soit instauré dans l'entreprise. C'est-à-dire l'application de cette réglementation qui porte sur ces PGP, qui sont les principes généraux de prévention. Alors, là aussi, il y a une lacune dans les connaissances de ces principes généraux de prévention. Je ne vais pas tous vous les citer, hein, mais il y a 9 principes qui constituent en fait la base de la réglementation. Sans passer par ces principes généraux de prévention, qui est certes une réglementation, mais aussi de la méthode, ne pas passer par ça vous inviterait probablement à ne pas maîtriser votre démarche. Alors, juste rappeler le premier principe, c'est à la question, lorsque j'ai un risque face à moi, c'est-à-dire pour le salarié, mais lorsque j'expose un salarié face à un risque, la première question à se poser, et c'est une obligation de se poser cette question-là, c'est puis-je l'éviter, puis-je le supprimer, en fait. Et c'est la meilleure façon, et c'est la façon la plus efficace d'agir sur les risques. C'est de se poser la question, puis-je l'éviter et puis-je le supprimer, ce risque-là. Et puis, lorsque je ne peux pas supprimer ou éviter le risque, eh bien, je passerai au deuxième principe, eh bien, qui est d'évaluer les risques. Et après, je rentrerai dans toute cette démarche d'évaluation des risques. Ça veut dire que vous allez vivre avec ces risques-là, vous allez travailler avec ces risques-là, mais, qu'allais-je dire, ils sont présents, mais votre job sera de les évaluer pour les minimiser, pour les maîtriser. Voilà. Et il va falloir faire avec, quoi, en fait. Mais passer à côté du premier principe, c'est-à-dire éviter, supprimer les risques, et du deuxième, de partir sur la démarche d'évaluation des risques, quelque part, vous prendrez d'autres risques, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Vous prendrez d'autres risques, le fait de ne pas maîtriser vos risques. Alors, quelqu'un l'a rappelé peut-être tout à l'heure, mais il y a toute cette notion de responsabilité pénale, civile, et sur lesquels on pourrait s'arrêter. On s'arrêtera aussi pendant cette formation sur ces aspects-là. Mais je ne souhaite à personne d'être engagé dans une procédure liée à la responsabilité pénale et civile. Voilà. Alors, on l'a dit, identifier, évaluer les risques, hein, l'ensemble des risques, y compris le risque lié au déplacement. Il faut favoriser une approche pluridisciplinaire. La pluridisciplinarité, elle est constituée d'acteurs en interne, donc chez vous, en interne, mais vous avez aussi toute la latitude d'aller chercher des acteurs externes pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous accompagner dans votre démarche, quoi. Un des acteurs que vous connaissez probablement ou alors que vous allez connaître très prochainement, eh bien, c'est la CARSAT. C'est le service de prévention de la CARSAT qui peut tout à fait vous aider dans votre démarche, quoi. Alors l'idée aussi, malheureusement, on a encore des accidents. Et les accidents, eh bien, il faut les analyser. Et bien, pour ça, il faut de la méthode et de la procédure, quoi, et pour ça, le préventeur, normalement, il a été formé à l'analyse de l'accident et les incidents, et donc il devrait pouvoir apporter cette méthode pour pouvoir affiner au mieux cette analyse. Et si on affine au mieux cette analyse, on peut probablement aussi aboutir à un plan d'action efficace, quoi. Voilà. S'assurer de la responsabilité individuelle et collective, on l'a vu.
Et puis, on vous propose ici, à titre d'exemple, une politique de prévention. Alors, il n'y a rien de réglementaire, il n'y a absolument rien de réglementaire, mais ce document pourrait inspirer en fait votre réflexion sur la politique à écrire et à mener au sein de votre établissement. Alors, c'est écrit tout petit, mais si vous récupérez le diaporama, vous allez pouvoir faire un zoom dessus et vous verrez que l'idée de l'écriture, c'est bien, et après, il faut mettre tout ça en application. Voilà. Alors, rôle et responsabilité des acteurs de prévention. Alors, on a une liste, on vous a mis une liste des acteurs. Hein. Oui, Patrice? Alors, sondage, un accident grave corporel d'un salarié en cours de mission peut engager la responsabilité de, alors, en 1, le salarié conducteur pour le risque routier, l'employeur en 2, l'encadrement en 3, et le 4, le préventeur. Donc, si vous avez quelques minutes pour répondre, on vous laisse répondre. Qui prend en main les sondages, Patrice, Julie? Je ne me souviens plus là. Bon, ben, tu vas pouvoir On laisse. Tu vas pouvoir enchaîner. On enchaîne. D'accord. On enchaîne. Vas-y. Alors, on vous a mis quelques acteurs principaux. Hein. On l'a dit tout à l'heure, le chef d'entreprise qui doit s'engager avec un pilote de la démarche, avec des moyens. Et c'est vraiment la clé ouvrir, je dirais, le domaine de la prévention. Quoi. On a ce salarié désigné compétent qui s'appelle aussi, il peut s'appeler aussi préventeur, il peut s'appeler aussi ingénieur sécurité, il peut s'appeler animateur prévention. Voilà, plusieurs titres peut être lui donner, mais surtout pas, et surtout pas pour nous, la notion de responsable de sécurité. La notion de responsable sécurité, c'est l'acteur qui est tout en haut, c'est le chef d'entreprise, et de par leur position et les moyens qui leur sont attribués. Et si c'est le cas, vous avez certains managers avec une délégation de pouvoir qui pourraient aussi se voir être responsables d'une situation d'accident grave ou mortel. Alors je rappelle quand même qu'en matière de responsabilité, que mettre quelqu'un en situation de risque, c'est-à-dire même s'il n'y a pas d'accident, quelqu'un peut être reconnu comme responsable. Le fait de laisser quelqu'un en insécurité peut aussi engager la responsabilité du chef d'entreprise et des encadrants. Alors, on l'a dit aussi, CSE, C2SCT, les représentants du personnel, sont des acteurs incontournables. Et puis, dans les salariés, vous avez les salariés exposés au risque, vous avez les encadrants, vous avez les chefs d'équipe, mais on pourrait avoir des fonctions un peu parfois oubliées dans la démarche. C'est par exemple l'acheteur. Tiens, un acheteur, mais que viendrait-il faire dans une démarche de prévention? L'acheteur, si on lui demande d'acheter par exemple un véhicule au moindre coût, eh bien forcément celui qui va l'utiliser ne sera pas forcément en sécurité, quoi, en fait. Si on ne prend pas en option un certain nombre d'équipements qui pourraient limiter en fait l'insécurité de la personne qui utilise le véhicule. Donc l'acheteur, il faut aussi qu'il soit dans la démarche, impliqué dans la démarche, et il faut aussi qu'il soit donc sensibilisé et formé à la prévention des risques. Alors, vas-y Patrice, s'il te plaît. Alors, oui, puisque vous êtes forcément concerné, j'ai donné la réponse tout à l'heure, quoi. Et vous, dans tout ça, vous pourriez être assez rarement salarié désigné compétent, mais vous pourriez être au CSE, dans le collège agent de maîtrise ou cadre, et vous êtes forcément salarié. Et donc, quelque part, et vous avez une délégation du chef d'entreprise parfois, eh bien, on pourrait dire que on vous retrouve partout, sur tous les champs de la mission ou de la fonction de préventeur, quoi. Puis en plus, vous avez
vous avez sur vos épaules, je le répète, hein, cette notion de responsabilité. Il est très, très mal vécu, à titre d'expérience aussi, très, très mal vécu. Moi, j'ai connu des gens qui avaient été mis en examen suite à accident du travail, accident mortel. Je peux vous assurer que ces managers qui avaient été concernés par toute cette procédure liée à la responsabilité, notamment pénale, et toute cette ambiance qu'ils ont subie, et notamment puisqu'il y a un autre acteur qui va arriver en matière de responsabilité, c'est la police. La police qui va vous questionner, qui va vous interroger, comme on pourrait le voir dans certains feuilletons à la télé. Ce n'est pas exagéré parfois de remettre en réalité ce qui se passe à la télé par rapport à des situations réelles. Voilà. Donc, pour revenir sur l'encadrant, on avait dit de faire un zoom sur le manager et puis sur le préventeur. Voilà ce qu'on pourrait retrouver un peu sur la fiche de mission ou de fonction. Alors après, on utilise les mots qui vous vont bien, quoi. Et pour le manager, oui, Patrice, on va retrouver une liste de phrases. On va retrouver une liste de phrases que l'on pourrait retrouver dans. On les a pas à l'écran, hein, Claude. Je me permets, Comment? on les a pas à l'écran. Hein. On les a pas à l'écran? Non, non, non. D'accord. Et la fiche de mission, en fait, on devrait pouvoir retrouver comme quoi l'encadrant a vraiment cette notion, il est sur cette notion de responsable, responsable de situation de travail et responsable des personnes. Et donc, ça veut dire que sur la fiche de mission, on doit pouvoir retrouver bien le fait qu'il ait un certain nombre de moyens. Sans moyens, il ne peut rien faire. Sans moyens, il ne pourra pas se défendre en matière de responsabilité. Il devra aussi avoir cette notion d'empathie vers le personnel. Il devra aussi avoir la mainmise sur le fait d'avoir, par exemple, des situations d'urgence ou des situations où il y a un coup de bourre dans le travail. Eh bien, c'est lui qui doit pouvoir réguler, quoi, en fait. C'est lui qui a la main là-dessus. C'est lui qui a la main sur son équipe, sur son personnel. Et écouter son personnel s'il est en difficulté. Donc, tout ça doit faire partie, en fait, et c'est la notion d'RPS, hein, il doit être à l'affût. L'encadrant, c'est, je dirais aujourd'hui, ce n'est plus le rôle qu'il a joué il y a 20 ou 30 ans, quoi, en fait. L'encadrant, il est vraiment, il doit être repositionné dans l'organisation du travail et en particulier sur la prévention des risques, quoi, en fait. Vous ne pouvez pas faire l'impasse de ce relais des encadrants dans la démarche de prévention des risques. Sinon forcément, vous aurez des problèmes, même en dehors des accidents du travail. Vous aurez une ambiance dégradée, vous aurez une ambiance malsaine, et vous n'aurez pas cette relation avec votre personnel sur pourquoi et comment avancer avec eux, quoi. Voilà. Je pense que le manager, il est indissociable à la prévention des risques. On est ici sur un... Enfin, je vais peut-être exagérer en disant ça, quoi, mais on n'est plus sur un produit, on n'est plus sur une machine, on n'a pas loupé un service rendu à un client. On est quand même sur l'aspect humain. Enfin, je pourrais en parler, mais c'est dramatique. C'est dramatique, un accident grave ou mortel. Je dirais seuls ceux qui ont vécu ça pourraient en parler et dissuader les autres, quoi, en fait. Mais voilà, quoi. Là aussi, il faut le ressentir, quoi. Il faut le ressentir. Et de se dire, il n'est pas question d'abîmer en fait son personnel au travail, tout en sachant qu'il y a le travail et tout ce qui se passe en dehors du travail, quoi, en fait. On a une vie, normalement, après le travail. Donc, dans la fiche de fonction, il faut absolument mentionner tout ce qui concerne la prévention pour le manager. Ne pas l'avoir risque de vous faire aller vers des situations dramatiques. Et préventeur, si on veut revenir sur le préventeur,
Encore une fois, le préventeur ne doit pas se substituer au manager. C'est quelqu'un qui n'est pas responsable de la sécurité. Il peut être responsable d'une démarche à mettre en œuvre, mais il n'est pas responsable de la sécurité. Et pour résumer sa fonction par quelques mots, ben, il est animateur, il est communicateur, il est observateur, il va être conseiller, il va apporter de la méthode, il utilisera en fait peut-être des chiffres de type statistique qui va lui permettre de donner la température en matière de prévention des risques. Il alertera aussi si ces chiffres-là ne sont pas excellents, quoi, en fait. Et puis il participera aussi à des actions de projet pour des modifications dans l'entreprise, et peut-être qu'il participera aussi à l'achat de véhicules. On parlait du risque routier, hein. De par ses connaissances et de par sa veille réglementaire et sa veille technologique, il a de quoi apporter à l'ensemble des acteurs de l'entreprise, quoi. Puis il pourra aussi participer dans la conception d'outils de formation, puisque la formation est là aussi incontournable au poste de travail. Et donc, soit il participe à la conception de la formation, ou alors il participera à la formation avec les différents acteurs, quoi, en fait. Mais là, il y a un point très fort à apporter au sein de l'organisation du travail dans vos établissements, c'est que fait le manager, que fait le préventeur. Et ces deux notions de fiche de fonction, de fiche de mission, c'est quelque chose qui doit se faire connaître par l'ensemble du personnel. Combien de fois on entend, quand on va poser la question au manager ou au salarié, mais que fait le préventeur ? Et personne ne connaît le contenu de ce que peut apporter. Si, il se balade dans l'entreprise, il se balade en voiture, il se balade à vélo, mais on ne sait pas ce qu'il fait, quoi, en fait. Donc, il y a de quoi faire connaître la fonction du préventeur aux salariés exposés au risque, aux IRP, hein, aux représentants du personnel, mais aussi aux managers, puisque la question a été posée à plus de 350 personnes, et dans la majorité des cas, le manager, dans le groupe que j'ai interrogé, quand je leur pose la question, mais vous connaissez le préventeur ? Ouais, on le connaît bien. Est-ce que vous connaissez son nom ? Ah ouais, c'est Marcel. Voilà. Mais est-ce que vous connaissez sa fonction ? Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Et là, il n'y a plus personne, quoi, en fait. Et donc, il n'y a pas ce lien entre manager et préventeur. Donc, c'est chacun pour soi, quoi. Donc, il y a de quoi faire du rapprochement. Voilà. Oui, Patrice ? Voilà. Donc, merci Claude. Donc, je vais reprendre la main pour parler de responsabilité, même si tu l'as déjà un peu évoqué. Donc, comme l'a dit Claude, hein, dans le cadre d'un accident, et notamment d'un accident de la route, en effet, tout le monde peut être responsable, et notamment responsable pénalement. Donc ça, on ne l'a pas précisé, mais pour répondre au sondage, voilà, on peut tous être responsables à des degrés différents, même si le principal responsable, puisqu'il il est chef d'entreprise, en cas d'accident du travail, il est forcément responsable. Derrière, pénalement, on peut tous l'être. Alors, on va cibler un peu justement sur ces rôles de responsabilité par rapport aux acteurs. On va commencer par celui qu'on connaît tous bien évidemment, c'est le rôle de l'employeur, en sachant qu'il y a des règles, puisque c'est inscrit dans le Code du travail et notamment dans la loi de 91. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires parce qu'il doit notamment assurer la santé et la sécurité de tous ses salariés, je dis bien de tous ses salariés, y compris les salariés intérimaires, et qu'il doit protéger justement ses salariés au niveau santé physique, mais également au niveau santé mentale. On a parlé tout à l'heure des risques psychosociaux. Donc c'est le cas. Donc l'employeur a cet objectif, ne pas blesser ses salariés, et il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour le faire. Alors comment il va le faire justement? Il va s'appuyer sur des mesures qui vont notamment comprendre des actions de prévention liées par exemple à l'information, mais aussi à la formation. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des formations qui étaient obligatoires. Par contre, à côté, il y a des informations qui sont utiles et nécessaires, voire primordiales. Et c'est la même chose en matière de formation. On peut avoir des formations complémentaires à ce qui est obligatoire. Et ces formations vont pouvoir nous aider justement à aller plus loin. Je prends par exemple le cas
du risque routier, évidemment, hein, on pourrait avoir des formations sur des conduites en cas de temps particulier, comme la pluie, la neige. Tout ça, ça existe. Donc tout ça, c'est de la prévention à mettre en place en plus de ce qui existe déjà. Alors bien sûr, il va aussi faire en sorte d'organiser le travail. Donc lui ou les encadrants, bien sûr, vont faire en sorte d'organiser le travail de sorte à réduire ces risques routiers et puis mettre les moyens qui sont adaptés à chacun. Donc là, ça peut être des moyens techniques, humains, organisationnels. Je pense à la technique, notamment sur le type de véhicule. Alors, donc, parmi ces obligations, donc, il doit veiller à l'adaptation des mesures et il doit notamment tenir compte des circonstances de toutes les évolutions, tous les aléas, et tendre à l'amélioration de la situation existante. Sa priorité, ce sera justement d'aller le plus loin possible et de suivre l'ensemble des mesures pour, si nécessaire, les corriger et mettre en place des mesures complémentaires. Alors, pour mettre en œuvre tout ça, hein, évidemment, il va y avoir des mesures qui sont prévues sur le fondement des principes généraux de prévention. Hein, Claude en a parlé tout à l'heure. Ça reste la base. Il faut absolument que toutes les mesures soient liées à ces mesures à ces PGP, hein, à ces principes généraux de prévention. Et on va notamment parler de pas mal de choses. Alors, je ne sais plus si on le développe après. Oui, c'est ça. Donc, on développe, donc voici ces 9 principes généraux de prévention. Donc, ça, c'est ce que vous retrouvez dans la loi de 91 pour, je dirais, la prévention en général. Maintenant, si on devait s'atteler au risque routier, on pourrait donner quelques exemples. Hein. Le principe primordial, hein, c'est le premier, bien évidemment, c'est d'éviter les risques, de supprimer notamment le danger ou l'exposition au danger. Par exemple, sur le risque routier, ce serait d'organiser des visioconférences pour éviter ou réduire les déplacements, ou ce qu'on a mis en place par rapport à cette période Covid, notamment le télétravail. Alors évidemment, il y a des choses super intéressantes avec le télétravail, notamment pour le risque routier. Par contre, derrière, il y a aussi des inconvénients, donc il va falloir justement travailler et faire une vraie évaluation du risque lié au télétravail pour être sûr qu'on n'ait pas déplacé de risque. Alors, supprimer le risque routier sera important, mais néanmoins, à côté, il ne faudra pas créer d'autres risques. Donc, l'objectif sera vraiment d'évaluer cette nouvelle méthode de travail. Donc, pour tous les risques qu'on ne pourra pas supprimer, encore une fois, le risque routier, notamment dans vos métiers, hein, de transport de logistique, transport de marchandises, on ne va pas les supprimer. Donc, tout ce qui ne pourra pas être supprimé, il va falloir l'évaluer. Et l'évaluer pour justement trouver des solutions pour les réduire. Les réduire pour permettre justement de les combattre à la source et notamment d'adapter le travail à l'homme. Donc, autre exemple, hein, on pourrait parler de véhicules. Donc, choisir le type de véhicule qui convienne le mieux et les faire en sorte que le salarié puisse utiliser un véhicule qui lui convient. Je pense par exemple à une boîte automatique. On pourrait très bien se dire, tiens, la boîte automatique pour certains salariés est plus importante que pour d'autres. On mettra donc en place des véhicules avec les boîtes auto. On va également, cinquième principe, tenir compte de l'évolution de la technique, donc regarder ce qui fait de mieux. Est-ce qu'on peut revoir notre flotte et avoir des véhicules qui sont plus récents. Ensuite, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins. Donc là, c'est vrai que sur le risque routier, c'est peut-être un peu plus compliqué. Par contre, sur le principe suivant, hein, planifier la prévention, justement, là, on parlait d'analyser les accidents du travail. On va parler aussi de la gestion de la flotte, pouvoir s'organiser là-dessus. Et on va bien évidemment aussi évoquer l'étude, par exemple, des risques psychosociaux. Est-ce que les déplacements nous posent des problèmes en matière des risques psychosociaux? Est-ce que les gens sont mentalement un peu plus exposés que d'autres? Et ce sera intéressant justement de travailler sur ce domaine. Ensuite, on va donner la priorité aux mesures collectives par rapport aux mesures de protection individuelle. Bon, là, c'est assez facile. Hein. On va parler notamment des airbags, de systèmes ABS ou des choses comme ça. Et enfin, on va donner les instructions appropriées aux salariés. Et là, on va parler, par exemple, de plans de circulation. Donc voilà, à chaque fois que vous faites une analyse d'accident ou une évaluation des risques professionnels,
À partir du moment où vous allez déterminer un plan d'action, il faudra toujours vous baser sur ces 9 principes généraux de prévention. Votre action, il faudra toujours qu'elle réponde à ces principes et il va toujours falloir pour vous que vous fassiez le maximum pour qu'elle puisse répondre au premier principe. Et ensuite, si elle ne répond pas au premier, il va falloir descendre et regarder ce qu'on peut mettre en place. Encore une fois, donner des EPI d'entrée, ce n'est pas de la prévention, c'est de la mise en sécurité. C'est important, c'est nécessaire, les EPI. Néanmoins, on verra que si on supprime le danger, on n'aura jamais besoin d'EPI. Et si, même si on ne supprime pas le danger, mais qu'on le réduit fortement par le biais de protection collective, on n'aura toujours pas besoin d'EPI. Voilà. Alors ça, c'était, je dirais, le côté employeur. Mais la loi précise également que l'employeur seul n'est pas responsable de tout. Et notamment, tout le monde a des obligations et on peut parler du salarié qui, lui, aura également obligation, le Code du travail le dit, il doit bien évidemment suivre ce qui est mis en place par l'employeur, par l'entreprise, par le biais notamment du règlement intérieur. Il va devoir suivre ce qui a été préconisé et décidé en amont. Par contre, il va aussi falloir pour lui suivre tout ce qui est lié à son contrat de travail. Et en même temps, et chose très importante, et ça le Code du travail le précise, il va devoir lui aussi faire attention à sa propre sécurité et faire attention à la sécurité de ses collègues. Il ne devra pas se mettre en danger et il ne doit pas mettre en danger ses collègues, bien sûr, s'il a bien reçu tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement. C'est-à-dire, par exemple, l'ensemble des formations utiles et nécessaires pour pouvoir travailler. Alors, autre chose, hein, vous avez sans doute déjà entendu parler du droit de retrait. Hein, en plus de ses obligations, le salarié a des droits. Il peut se retirer s'il constate une situation de danger grave et imminent. Alors, par contre, moi, je le précise tout le temps, hein, avec ce droit de retrait, moi, j'accompagne cela avec un devoir d'alerte. On entend souvent parler de droit de retrait, droit d'alerte. Pour moi, c'est un devoir d'alerte et un droit de retrait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on estime être en danger dans son travail, on a le droit de se retirer, mais on se doit avant tout d'alerter nos supérieurs, notre hiérarchie et donc forcément l'employeur. Et à partir de ce devoir d'alerte et de ce droit de retrait, on va pouvoir se retirer. Alors ça peut être par exemple le cas sur le risque routier. Le véhicule n'a pas été vérifié régulièrement, les plaquettes de frein n'ont pas été changées et on se rend compte que le véhicule est un danger puisqu'il ne freine plus correctement. J'alerte donc la direction et je dis que tant que le véhicule ne sera pas remplacé, je ne prendrai plus ce véhicule. Donc soit vous m'en donnez un autre pour la mission, soit je fais autre chose. En tous les cas, je ne continuerai pas à rouler avec ce véhicule s'il n'est pas en sécurité. Voilà, donc ça c'est important aussi, le droit de retrait. Il faut en informer l'ensemble des salariés. Certains ne sont pas au courant qu'ils ont ce droit. Par contre, encore une fois, bien expliquer que pour utiliser le droit de retrait, il faut vraiment qu'il y ait un danger grave et imminent. On ne se retire pas pour rien. On a ce devoir d'alerte et on a aussi, il faut aussi se dire que quand on utilise le droit de retrait, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. On fait autre chose. On continue à travailler. On est toujours sous la subordination du chef d'entreprise. Par contre, on se retire de la situation dangereuse et c'est ça qui est important. Alors, si on parle de l'encadrant, hein, bien évidemment, lui, il est concerné par l'ensemble, puisqu'il est à la fois salarié et il est à la fois le rôle de l'employeur en ce qui concerne justement les obligations qui sont transmises par rapport au contrat de travail, par rapport au règlement intérieur, par rapport à la façon de fonctionner. Et donc, si on regarde bien, il est concerné par les obligations de l'employeur liées à la loi de 91 et il est également concerné par la loi liée aux salariés. Et en même temps, il peut lui aussi utiliser son devoir d'alerte et son droit de retrait. Voilà, l'encadrant, encore une fois, hein, on le précise, un rôle primordial puisqu'il est partout. Voilà, il est partout. Mais il n'est pas seul. Alors, on peut parler également de délégation de pouvoir. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est important puisque Claude disait tout à l'heure qu'on ne voulait pas entendre parler de responsable sécurité. D'accord ? C'est un référent sécurité, c'est tout ce que vous voulez, mais pas le responsable. Parce que pour être responsable,
il faut avoir une délégation de pouvoir totale. Et pour avoir une délégation de pouvoir totale, il faut 3 choses. Il faut qu'on ait autorité, compétence et moyens. Alors l'autorité, en règle générale, quand on est nommé référent sécurité, on a une autorité naturelle puisqu'on doit imposer des choses à l'ensemble de l'entreprise, y compris peut-être à notre supérieur hiérarchique, puisqu'un référent sécurité peut être un salarié qui n'est pas, lui, responsable d'une production ou autre. Donc il doit avoir autorité. Il faut qu'il ait les compétences. Donc les compétences, en règle générale, on les a aussi, mais comme le disait Claude, il faut absolument avoir suivi une formation pour obtenir ces compétences. Mais ça, en quelque sorte, logiquement, un référent sécurité obtient l'autorité et les compétences assez facilement. Par contre, en ce qui concerne les moyens, c'est autre chose. Puisque les moyens, on parle des moyens humains, mais on parle également des moyens financiers. Avoir une totale délégation de pouvoir voudrait dire qu'on ait ces 3 domaines à 100%, et ça voudrait dire notamment que dans les obligations de moyens, ce responsable sécurité ait le droit de signer tous les chèques sans même en aviser son employeur. Et je vous avoue que cette délégation de pouvoir totale est quand même très, très rare. Alors, aujourd'hui, on explique qu'il faut une signature. Alors, en effet, hein, quand il y a une délégation, logiquement, il doit y avoir une signature des 2 parties, employeur et également le délégataire. Néanmoins, on s'est aperçu, suite à des accidents graves et à un passage devant le procureur s'est aperçu que parfois on avait des choses qui étaient signées, mais on n'avait pas de véritable délégation. Pourquoi? Parce que le délégataire n'avait pas les moyens totaux et notamment n'avait pas les moyens financiers pour justement assurer cette responsabilité complète. Donc encore une fois, quand on a une délégation de pouvoir, on est également responsable, mais au même titre que les autres. Et pour être autant responsable, je dirais, que le chef d'entreprise, il faut avoir cette délégation totale. Alors, autre chose, hein, Claude en a parlé également tout à l'heure, ce fameux règlement intérieur, il est très important. On le retrouve bien évidemment dans les entreprises un peu plus importantes, puisque c'est une obligation réglementaire. Néanmoins, pour les petites entreprises, il n'y a pas de cette obligation, mais on préconise tout le temps d'avoir un règlement intérieur, même si on est 2 salariés. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'ancrer des règles de base. Et dans ces règles de base, on aura le fonctionnement forcément de l'entreprise, le savoir et le savoir-faire de chacun, et puis surtout le savoir-être. L'objectif, c'est aussi de pouvoir travailler ensemble sans gêner, je dirais, les collègues. Dans ce règlement intérieur, on doit également trouver l'ensemble des sanctions possibles si jamais on ne suivait pas justement les règles de base. Donc tout ça, c'est important. L'objectif étant, encore une fois, de respecter les consignes de sécurité, parce que si elles ont été réfléchies, décidées et acceptées par l'ensemble, je dirais, des représentants du personnel, c'est qu'elles ont un intérêt. Et si elles ont un intérêt et qu'elles vous protègent, il va falloir qu'on les suive. Derrière, encore une fois, il y aura des sanctions possibles. Alors, maintenant, pour vous aider, hein, vous avez plusieurs acteurs. Alors, d'abord, les acteurs externes. Là, on vous en a cité quelques-uns. Bien évidemment, le premier acteur qui vient à l'esprit, c'est votre service santé au travail, puisque c'est votre principal conseiller de l'entreprise. Il est là pour vous conseiller sur l'ensemble des risques et notamment sur les petits problèmes qu'on pourrait rencontrer d'ordre, je dirais, risques psychosociaux, encore une fois. Parce que même si le médecin du travail ne va pas divulguer de choses dont il n'a pas le droit de parler, il pourra quand même, je dirais, avertir la direction qu'il risque d'y avoir des problèmes puisqu'il a reçu certaines plaintes de salariés. Donc ça, c'est important. Dans le cadre du risque routier, ils vont pouvoir également vous aider, vous accompagner, notamment sur des suivis. On a du personnel qui pourrait avoir quelques problèmes de conduite parce qu'ils sont sous l'effet de médicaments. Il est peut-être important de savoir qu'on prend tel ou tel médicament. On parlera également des addictions, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais travailler sur les addictions, surtout quand on travaille sur le risque routier, est quand même primordial. Donc ensuite, vous avez la CARSAT. Donc nous, on est là tous les 3 aujourd'hui, mais vous avez votre agent de secteur qui vous suit et qui peut justement vous accompagner. Alors, la CARSAT, on a parlé
l'aspect conseil. Alors, bien évidemment, on a aussi un rôle de contrôle puisqu'on est l'assureur obligatoire de l'employeur. Néanmoins, on se défend surtout en tant que conseiller de l'entreprise. Et notamment dans ces conseils, il existe également des aides et des aides financières. Donc, n'oubliez pas que vous avez la possibilité, en nous contactant, d'obtenir certaines aides financières liées à différents risques. Et il peut y en avoir également sur le risque routier. Donc, vous avez ensuite l'inspection du travail, alors avec un rôle de contrôle, bien évidemment, puisque son rôle est de veiller à l'application du Code du travail. Néanmoins, l'inspecteur du travail pourra aussi vous aiguiller sur certaines choses, même si le rôle majeur reste le contrôle. Vous avez des inspecteurs du travail qui sont également là pour vous conseiller. Vous avez ensuite les IPRP, donc les intervenants en prévention des risques professionnels. Alors, ce sont des gens qui ont été formés et qui travaillent sur des risques précis, spécifiques, particuliers. Et vous allez avoir, par exemple, des IPRP risques psychosociaux, des IPRP risques TMS et des IPRP risques routiers. Donc, vous pouvez faire appel à eux pour vous accompagner. Alors, évidemment, ce sera payant, hein, puisque là, on n'est plus sur les organismes qui sont liés directement, je dirais, au réseau prévention. Mais néanmoins, ce sont des personnes qui vont pouvoir aller plus loin avec vous sur différents risques. Et puis ensuite, on va parler de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, où vous allez trouver la majorité des documentations qui pourront vous être utiles. Et on va parler notamment de choses comme les outils OIRA qui vous permettront de faire l'évaluation des risques. Alors sur le risque routier, on vous proposera un autre outil. C'est Julie qui ira plus loin tout à l'heure. Mais également, par exemple, des outils comme le TutoPrev sur l'accueil des nouveaux, l'accueil et la formation des nouveaux. Et il en existe notamment sur la logistique. Voilà. Alors, à côté de ces acteurs externes, on en a beaucoup d'autres, hein. Donc là, on vous a mis la liste, mais bon, on va pas forcément les développer, hein. La FT, la NACT, les préfectures, les prestataires de services, les organismes de formation, évidemment, les organismes de contrôle. L'OPPBTP, donc uniquement pour les bâtiments et travaux publics, qui est un très gros conseiller pour ces établissements. Et puis ensuite, les fédérations professionnelles, les associations et beaucoup d'autres. Alors encore une fois, certaines prestations sont payantes, hein, il faut quand même se le dire. La prévention a parfois un prix, on l'a dit tout à l'heure, mais encore une fois, si on reprend le schéma de Claude de départ sur la performance de l'entreprise, pouvoir être performant dans l'entreprise, c'est peut-être aussi investir un peu d'argent pour pouvoir en gagner beaucoup après. Et dans tous ces domaines, on pourra justement utiliser ou faire intervenir ces différents organismes. Voilà, donc je vais repasser la main à Julie qui va vous expliquer justement comment on va pouvoir mettre en marche une démarche de prévention de routier. Voilà. Merci Patrice. Alors effectivement, je reprends la main. Donc, juste un petit rappel par rapport à ce qui a été dit précédemment. Donc, la planification de la démarche, vous l'aurez bien compris, elle doit suivre une logique de gestion de projet et d'amélioration continue si on veut que cette démarche soit pérenne dans le temps. Et donc, la structuration de cette démarche, il faut bien sûr cadrer cette démarche en définissant un pilote, un ou des pilotes avec un groupe de travail, se fixer des échéances et des objectifs et identifier les moyens nécessaires pour mener à bien cette démarche, qu'ils soient humains, matériels, techniques. Donc la planification, comme le disait aussi Claude tout à l'heure, se fait dès la lettre d'engagement de la direction qui doit être diffusée à l'ensemble du personnel. Petite particularité, pour le risque routier, la structuration de la démarche se fait autour de 4 axes. Le premier axe, le management des déplacements, c'est-à-dire qu'il est nécessaire dans votre démarche de vous poser des questions sur l'organisation des déplacements. La première question à se poser, c'est les déplacements sont-ils nécessaires ou est-ce qu'on peut les remplacer par des visioconférences, par exemple. Et si le déplacement est vraiment nécessaire, eh bien, voir pour l'organiser, pour gérer ce déplacement dans des conditions optimum pour réduire les risques associés à ce déplacement. Le deuxième axe, autour des communications, alors vous n'êtes pas sans savoir que l'utilisation de distracteurs au volant va générer une perte de vigilance, donc un risque fort d'accident. Donc il est essentiel
pour vous de vous poser des questions autour de l'organisation des communications au sein de votre établissement. C'est-à-dire identifier les besoins en communication pour ensuite mettre en place des règles en face pour que toutes les communications lors d'un trajet, pas lors d'un trajet, mais lors d'une mission puissent se faire de manière sécurisée, donc pas au volant. Ça peut être formalisé par exemple sous forme d'un protocole de communication qui doit d'ailleurs être communiqué, doit être diffusé auprès de l'ensemble des salariés pour qu'il soit connu. Ensuite, il y a le management des véhicules. Alors, c'est tout ce qui tourne autour de la maintenance, le bon état des véhicules. C'est l'adéquation également du véhicule par rapport à la mission qui est confiée aux salariés. Et puis, c'est assurer les réparations quand il y a lieu d'en faire. Et puis, la compétence, le management des compétences, c'est aller aussi au-delà de la simple vérification du permis ou le renouvellement des formations obligatoires. C'est aller aussi sur de la sensibilisation, sur le bon chargement du véhicule, le suivi des chauffeurs. Dans vos métiers, c'est plutôt la mise en place de référents qui vont suivre les chauffeurs de manière régulière sur leur conduite. Donc voilà, il est vraiment important pour que la démarche soit complète que ces 4 axes fassent l'objet d'une évaluation et d'un plan d'action qui va découler de cette évaluation. Alors, la CARSAT propose des outils pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette démarche. L'un des outils pour évaluer le risque routier, c'est un site internet qui s'appelle risqueroutierpro.fr. Alors, voilà, il s'agit ce site permet de réaliser en ligne l'évaluation aussi bien du risque mission que du risque trajet. Donc, il permet d'établir un bilan personnalisé qui va comprendre dans un premier temps un état des lieux du risque au sein de votre établissement. Dans un second temps, il va vous permettre de faire l'évaluation de votre niveau de prévention. Et enfin, il vous proposera des pistes d'action pour progresser dans votre démarche. Ces pistes d'action seront proposées en fonction des réponses que vous aurez apportées en ligne sur les questionnaires. Alors, il suffit tout simplement de répondre. Là, vous avez une capture d'écran d'une question. Il suffit juste de cocher dans le questionnaire qui sera proposé. Et ça va vous permettre de ressortir. Donc, l'idée, c'est de vous créer un compte. Pourquoi? Parce que ça va enregistrer vos réponses et puis ça va vous permettre d'y revenir en plusieurs temps sur ces questions. Et quand vous reviendrez, vous verrez que vous avez un tableau de bord de suivi qui vous permet d'y voir un peu plus clair. Savoir où vous en êtes dans votre évaluation. Et donc, ça vous ressort un bilan qui est sous cette forme. Donc, ça vous donne une estimation de où vous en êtes dans votre démarche. Est-ce que vous en êtes à un niveau initial, intermédiaire, socle confirmé? Et puis voilà, ça vous propose des pistes d'action. Donc, sur la structuration de la démarche, parce qu'il est bien évident qu'il est nécessaire, avant même de se lancer sur une évaluation plus poussée du risque routier, de structurer suffisamment votre démarche. Donc, structurer la démarche, c'est ce que disaient Patrice et Claude tout à l'heure, c'est avoir un référent qui soit désigné, formé, donc un pilote de la démarche, c'est évaluer vos risques et puis analyser, donc c'est l'analyse a posteriori et a priori des risques, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure par Patrice. Donc ça, c'est bien la structuration de la démarche et puis ça vous donne un bilan sur les 4 axes de management du risque routier. Ensuite, un second outil donc pour vous accompagner dans l'analyse et la compréhension des accidents qui peuvent être enregistrés au sein de votre établissement, donc une grille d'analyse des accidents de la circulation. Alors, les étapes de l'analyse d'un accident, elles sont les mêmes, quelle que soit la typologie d'accident. Il faut, dans un premier temps, recueillir les faits, les circonstances du dommage, définir les causes et les faits déclencheurs de cet accident et pour pouvoir comprendre comment l'accident aurait-il pu être évité. Donc, à l'inverse d'un constat qui est fait lorsqu'il y a un accident sur la route, on ne recherche pas la responsabilité. Là, l'analyse de l'accident, l'objectif, c'est bien de comprendre l'accident pour éviter la survenue d'un nouvel accident et donc de mettre en place des actions de prévention. Comme le disait tout à l'heure Patrice, des actions qui doivent toujours être d'ordre technique,
organisationnelles et humaines. Et donc, la mise en place de ces actions va éviter la survenue d'un nouvel accident. Et derrière, lorsqu'il y a un accident de travail, il est toujours nécessaire de revoir, de se poser la question s'il y a lieu ou non de mettre à jour son document unique par rapport à cette analyse qui a été faite. Donc cette grille, la voici. Alors là, elle n'est pas très claire parce qu'elle est en tout petit, mais on pourra vous la transmettre a posteriori, donc suite à ce webinaire. Donc cette grille d'analyse va vous guider, cette grille va vous guider pour vous poser les bonnes questions et pour vraiment pousser un peu plus l'analyse. Donc elle est orientée sur 5 points. Donc il y a des questions sur l'organisation de l'activité, sur l'activité, sur l'organisation, un point également sur le matériel, tout ce qui est véhicule, sur le côté humain et puis sur l'environnement dans lequel s'est produit l'accident, pour pouvoir mieux comprendre donc cet accident. Donc, également parmi les outils qui sont proposés, 2 outils connectés pour vous guider, pour vous aider dans l'animation de la démarche et pour sensibiliser les salariés. Un premier outil qui est un e-learning. Alors, c'est un module de 20 minutes, donc c'est assez rapide. Un module de sensibilisation, hein, j'insiste bien, c'est pas de la formation, sous forme de procès du risque routier professionnel. Et donc, il est structuré en 2 temps. Dans une première partie, ce e-learning va plutôt aborder une partie chiffrée, un état des lieux. Il va également évoquer des idées reçues. Donc, c'est un outil interactif qui va poser des questions à l'apprenant et qui apportera le contenu pédagogique en fonction des réponses qui auront été apportées. Et dans un second temps, il va aborder les notions d'engagement et donc il va mettre en parallèle les responsabilités, les enjeux et les actions qui peuvent être menées, que l'on soit dirigeant, encadrant ou salarié. Donc ça démontre bien, ça met en avant le fait que voilà, chacun à son niveau au sein de la structure, il y a bien chacun peut mener, chacun a des responsabilités et chacun peut mener des actions à son niveau. Donc, cet outil, il peut soit avoir pour objectif d'une prise de conscience pour le chef d'entreprise sur le fait de mettre en place des actions pour prévenir le risque routier, mais il peut également être utilisé comme un outil de sensibilisation pour lancer la démarche de prévention et initier le dialogue social autour du sujet du risque routier. Donc, voilà pour cet outil. Un second outil a été développé également par la CARSAT Hauts-de-France. Il s'agit d'un serious game. Alors, un serious game sur le thème des distracteurs au volant. Il consiste, donc il suffit de le télécharger sur un smartphone, donc sur Play Store, c'est tout à fait, c'est gratuit. Donc, il consiste à conduire un véhicule en évitant des obstacles. Donc, comme vous le voyez dans la capture d'écran, les obstacles sont matérialisés par des cartons. Et donc, il va vous demander en même temps de l'activité de conduire, de gérer une seconde activité liée à un distracteur. Donc, dans un premier niveau, il vous proposera de régler le GPS, dans un second, régler la radio, envoyer un SMS. Et donc, l'objectif à travers cette expérience via le jeu, c'est de déclencher une prise de conscience sur le fait que voilà, vous prenez des risques en utilisant un distracteur au volant parce qu'il y a derrière une perte de vigilance. Donc ça vous fera vraiment prendre conscience de cette perte de vigilance au volant, puisqu'après chaque niveau de jeu, il y a des questions qui sont posées aux joueurs et on se rend bien compte à travers les questions qu'on n'a pas toutes les réponses, donc on n'était pas suffisamment vigilant au volant. Donc voilà, une petite précision, ce jeu pour l'instant il n'est disponible que pour les Android qui ont une version supérieure à 9 et uniquement sur Play Store, donc pas sur Apple pour l'instant. Donc voilà pour ce jeu. Pourquoi j'arrive pas à passer
Voilà. Pour vous accompagner également, alors certains d'entre vous ayant certainement participé, nous organisons 2 fois par an donc des réunions collectives avec l'AFT, donc à destination de votre secteur d'activité du transport routier de marchandises. L'idée, c'est sur une réunion de 2 heures de pouvoir développer un sujet spécifique lié à la prévention du risque routier et puis de pouvoir échanger notamment sur les bonnes pratiques. Donc une première réunion a été organisée le 23 mars dernier, donc il y en aura une prochaine sur le dernier trimestre. Donc la date n'est pas encore programmée, mais dès qu'elle sera programmée, vous recevrez un lien via votre boîte mail. Donc voilà, un lien pour vous inscrire. Donc voilà un peu tous les outils qui pouvaient vous être proposés dans le cadre du risque routier. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, si on n'a pas été clair sur certains points ou s'il y a besoin d'un peu plus de précision. Sinon, nous avons fini notre partie. Alors, on a une première question, il me semble. Alors, une première question. Donc, récemment, nous nous sommes confrontés à une situation à laquelle on n'a pas su quelles mesures prendre. Cela concerne la gestion des situations d'urgence. Un conducteur en tournée à plus de 100 km de l'entreprise qui, par exemple, fait part à son manager d'une rage de dents douloureuse, manque de concentration au volant. Quelle est la démarche à suivre? Peut-on caractériser ce cas bénin et prendre la décision d'aller rechercher le conducteur? Chez nous, c'est cette décision qui a été prise. Je vous remercie pour votre réponse. Je peux répondre si tu veux, Julie, puisque j'ai Vas-y, Patrice. une question aussi en amont. Donc bonjour Emeline. Alors là, on est dans un cas typique de droit de retrait, hein, puisque le salarié est souffrant et peut causer problème pour lui et pour d'autres. Donc, il pourrait éventuellement, bien sûr, utiliser son droit de retrait. Alors, votre action est plutôt intéressante. Alors, par contre, je m'interroge sur le fait d'aller le chercher. Pour moi, il y a deux points compliqués là-dessus. C'est déjà, si vous allez le chercher, c'est que vous vous exposez au risque, donc vous avez un déplacement supplémentaire. Et puis surtout, moi, je mets on exerce surtout votre responsabilité en cas de problème sur le retour. Si votre salarié fait un malaise avec vous dans la voiture, n'oubliez jamais que vous aurez alors une responsabilité encore plus importante. Pour moi, hein, la meilleure des solutions, c'est en effet que ce monsieur ne reprenne pas le volant dans l'immédiat, et si possible qu'il aille consulter un médecin, même s'il est à 100 km de l'endroit où il faut, ou tout au moins qu'il se repose un moment avant de pouvoir reprendre. En tous les cas, il faut rester en contact avec lui. La communication, Claude en a parlé tout à l'heure, la communication va être importante, pas au volant, bien évidemment. Mais l'objectif est de savoir dans quelles conditions il est, comment sa situation évolue. Par contre, aller le rechercher, ça me gêne. Je vous avoue que ça me gêne. On a au pire la possibilité d'immobiliser le véhicule et de le faire revenir en train. Maintenant, encore une fois, il va falloir étudier l'état physique et mental du salarié pour savoir comment on doit agir. Mais en tous les cas, je pense qu'aller aux urgences de son propre gré, ce serait important. Alors, je ne sais pas si Claude et Julie ont des choses à ajouter, mais moi, je m'interroge sur. Je voulais juste rajouter que dans l'évaluation des risques, certes, on peut penser très, très facilement à l'accident, quoi. D'accord? Mais ce qui est important aussi dans votre démarche de prévention des risques, c'est de vous faire un chapitre sur les situations d'urgence. Et les situations d'urgence, il faut pouvoir en identifier quelques-unes et qui peut être justement, pas forcément les dents, mais quelqu'un qui est malade à l'extérieur, qui est en déplacement et qui est malade. Comment faire? C'est-à-dire de réfléchir sur le comment faire pour pouvoir pallier à cette situation-là. C'est par exemple aussi, je suis en panne avec mon véhicule, que dois-je mettre en place? Donc il faut travailler en amont,
que dois-je mettre en place pour pouvoir pallier à la situation, etc., etc. Donc c'est un chapitre qui pourrait s'appeler gestion des situations d'urgence ou des situations particulières. C'est comme une situation d'urgence. Alors on l'a vu là avec la crise sanitaire. Tout le monde était dans l'urgence, mais tout le monde n'était pas préparé, quoi. Voilà. Et donc dans une situation d'urgence, notamment, on devrait pouvoir réagir sur comment faire en cas d'accident grave ou mortel. En fait, les gens dans l'entreprise ne sont pas préparés à ça. Qui appeler, qui faire intervenir? Est-ce que derrière un accident, c'est traumatisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas déclencher, je dirais, une cellule psychologique, par exemple, suite à un accident de la circulation? Et tout ça, ça se prépare, quoi. Et donc, ce chapitre gestion des situations d'urgence, il faudrait que toutes les entreprises puissent mettre en place et réfléchir là-dessus, quoi, en fait. Ne pas se poser des questions et d'être dans l'interrogation au moment où ça se passe, quoi. Alors, je confirme ce que tu dis, Claude, hein. On a parlé notamment de règlement intérieur, hein. On pourrait avoir différentes procédures en cas d'urgence, procédures en cas d'accident, procédures et donc des lignes à suivre, et ça pourrait être intégré en annexe, notamment dans le règlement intérieur. Alors, Emeline nous précise qu'ils ont longuement hésité pour appeler le 15. C'est un très bon réflexe. Systématiquement, l'objectif serait peut-être d'appeler le 15, justement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les conversations sont enregistrées et le 15 vous dira justement ce qu'il faut faire, et notamment pour la santé de ce monsieur. Donc, pour nous, en effet, rédiger une procédure, l'intégrer au règlement intérieur, appeler le 15 dès que c'est nécessaire, et puis ensuite, éviter d'aller chercher un blessé ou un malade, parce que quand on le transporte, on a une responsabilité qui est trop importante. Voilà, je ne sais pas si on a répondu à votre question. Hein, mais... et surtout, avant de prendre la décision sur la procédure, c'est aussi d'en parler avec les représentants du personnel, notamment en CSE ou en C2SCT, quoi, en fait. Hein. En fait, la démarche ou les décisions doivent être collégiales, participatives. Et donc, n'oubliez pas les représentants du personnel. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres questions, je ne sais pas. Je ne les vois pas en tout cas. Non, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Non. Bon, en tous les cas, si d'autres questions arrivaient plus tard, ils peuvent vous contacter de toute façon, hein, Julie ou Magali. Et puis, soit vous répondrez, soit vous enverrez les questions à Claude et à moi. Si on peut répondre sans problème. Très bien. S'il y a vraiment plus d'autres questions, on va clôturer, je pense. Tout à fait. Bon, très bien. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, nous vous souhaitons une bonne journée. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.